Bon, bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo, c'est la dernière vidéo sur l'ampli Sony ST-RDN 1080. J'avais dit que je présenterais vite fait mes réglages et je vais essayer de faire assez rapide. Petite information pour ceux que ça peut intéresser. Cette vidéo est enregistrée avec le casque Racha Edma 650. Là. Je vais faire un test bientôt dessus. Donc ça peut donner une idée de la qualité d'enregistrement du son de ce casque. Bon, pour pouvoir assurer cette vidéo, l'indispensable Rom Coco. Voilà. On appuie sur le bouton Home et puis donc ça lance la télévision, ça lance tout. C'est vrai que les menus sont assez lents, vous allez voir. Bon là, le but c'est pas de montrer la qualité de mon écran, hein, c'est un vieil écran. Donc moi, ce que je comptais vous montrer plus précisément, les autres, bon, c'est pas d'un intérêt particulier. Je vais pas refaire de calibration pour la simple et bonne raison que mon réglage me plaît, donc j'ai pas du tout envie de le changer. Alors, bon, on va faire le tour vite fait. Sur les speaker settings, pour faire assez rapide, l'autocalibration, je ne recommencerai pas. L'automatic phase matching, ça c'est pour faire correspondre la phase, c'est-à-dire l'onde sonore, pour qu'elle soit en parallèle sur chaque enceinte. J'ai laissé en auto, il y en a qui disent de le désactiver, moi je l'ai laissé en auto, je suis très content comme ça. Et ça fonctionne très bien. Calibration type, donc ça c'est des choses qui sont automatiquement calibrées, mais qu'on peut changer après après la calibration. Calibration type d'origine, je sais pas, alors full flat, ça permet d'avoir quelque chose de relativement neutre, de relativement plat. Engineer, je crois que c'est assez péchu, mais le souci, c'est qu'Engineer, j'ai pas mal hésité entre Engineer, front référence et off. Et ça, c'est vraiment une question de préférence. Front référence, en fait, c'est qu'il prend le micro enregistré des capacités des enceintes avant et il les reproduit sur toutes les enceintes pour avoir une sorte d'équilibre. Et moi, ça fonctionne pas mal. Et puis, en gros, il respecte les deux enceintes frontales. Et ça me va très bien. J'ai hésité vraiment très longtemps entre Engineer et front référence et off. Après, j'ai pas mal hésité entre front référence et off. Et du coup, je suis resté en front référence. Le problème, c'est que ça dépendra vraiment de chaque personne. Test tone, c'est pour envoyer des sons sur chaque enceinte. Par exemple, paf, pour pouvoir tester la center, pouf, qu'on n'entend pas du tout. La fronte, voilà. Et donc, ça permet aussi de faire un petit réglage un peu plus précis si vous avez un bon micro, par exemple, pour compléter ou pour améliorer la qualité de la calibration. Si vous voulez, vous pouvez jouer un petit peu là-dessus. Si vous trouvez que malgré la calibration, il y a une enceinte qui n'est pas assez forte à votre position d'écoute, vous pouvez toujours, avec Level, augmenter un peu le niveau. Ensuite, l'équaliseur. Alors ça, c'est un bon équaliseur de merde. Faut pas se le cacher. Par contre, il a beau être de merde, c'est ce qui m'a permis de regagner un peu en dynamique. Quand je disais que par rapport à mon AD, ce Sony manquait très fortement de dynamique. C'est sur ce paramètre-là que j'ai joué. Là, j'ai mis donc alors le problème de cet équaliseur, c'est que on sait pas sur quelle fréquence sont les basses, on sait pas sur quelle fréquence sont les aigus. Voilà, on a écrit très belle basse. On a très peu de marge, c'est-à-dire que là, en fait, ça avance de 2 en 2. Voilà, j'ai cliqué 3 fois, une fois, ça base. Voilà. C'est carrément de 2 en 2, 1 décibel par 1 décibel. Au début, je faisais une courbe un peu comme celle-ci, c'est-à-dire 3 plus 2, là ça rajoute énormément de dynamique à l'ampli, mais je trouve qu'il y a quand même trop d'aigus, il n'y a pas besoin de rajouter des aigus, les aigus sont pas mal. C'était surtout dans les basses que ça pêchait pour moi, j'aime beaucoup les basses, hein, voilà. Donc on peut régler par type d'enceinte, donc il y a les fronts, les arrières, celles de dessus, on peut faire, voilà. Et la center. La center, elle, comme elle est mauvaise, les aigus étaient trop puissants, donc j'ai baissé un peu les aigus et j'ai augmenté beaucoup les basses parce qu'elle est incapable de faire des basses. Mais par contre, tiens d'ailleurs, je vais baisser les basses parce qu'elle a tendance à saturer cette conne. Les surround, voilà, j'ai gardé le réglage que je vous disais à l'origine, qui permet vraiment pour moi d'avoir une bonne dynamique. Voilà. Et celle du dessus, bon, on s'en fout un petit peu. Les distances d'origine, l'ampli, quand on fait la calibration, donne des distances. Franchement, il se trompe vraiment de peu. Il se plantait complètement sur les caissons de basse. Je sais plus, les caissons de basse, il le mettait genre à 6 mètres. Quoi. Non, il n'est pas à 6 mètres, il est à 3 mètres. Après, c'est assez simple. Hein. On se met à la position d'écoute, on prend un mètre, moi je vais mettre laser. Tac, pif, un petit coup de blip en plein milieu de l'enceinte et on a la bonne distance et on remplit la bonne distance. Ça permet de peaufiner s'il y a une erreur.
Sinon, c'est pas la peine de se prendre la tête, hein. On n'est pas au centimètre près. Ça permet quand même d'avoir, de régler plus précisément les choses. C'est plutôt pas mal. La taille des enceintes, ça c'est un paramètre hyper important. En gros, il y a deux choix, hein. C'est soit small, soit large. Donc soit grand, soit petit. Qu'est-ce que ça signifie? Si on met en small, ça signifie qu'on a des enceintes qui ne sont pas capables de reproduire des basses. Et donc, le caisson de basse va être utilisé pour reproduire les basses que ces enceintes ne sont pas capables de reproduire. Si on met en large, ça signifie qu'on a des enceintes capables de reproduire des basses correctes, c'est-à-dire en dessous de 50 Hz, voilà. En dessous de 30, j'en sais rien, ça dépend. Voilà, en dessous de 40 Hz, c'est pas mal. Je vous fais de l'ASMR. C'est de l'ASMR rhum arrangé. Moi, on me fait ça, ça me rend fou. J'ai horreur de ça. Donc, je disais, je sais plus ce que je disais. Si on met en large, c'est que les enceintes sont capables de reproduire les basses. Si on met en small, c'est pour des petites enceintes qui ne sont pas capables de reproduire les basses et donc le caisson va prendre le relais. Or, pourquoi moi j'ai mis en small alors que j'ai des enceintes qui sont capables de reproduire des basses? Pourquoi? Parce que j'aime bien que mon caisson de basse soit utilisé. C'est-à-dire que si on met en large, du coup, quand on va mettre en AFD par exemple, le caisson de basse ne va pas être utilisé parce qu'il considère que ça va être reproduit par les enceintes principales. Et pourquoi il veut s'éteindre lui? Mais je veux pas que tu t'éteignes, mon truc il veut s'éteindre. Qui va s'éteindre? Mais pourquoi? Mais il y a écrit sleep. Mais non, pas sleep. Pas sleep du tout. Ça fait chier. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Pourtant, je suis en train de toucher l'ampli et tout. Bon. L'ampli veut s'éteindre. C'est l'ampli qui veut s'éteindre. Parce qu'il a pas entendu de musique ou d'image et du coup, boum. Mais non, mais ta gueule. J'ai pas envie que tu t'éteignes, enfoiré. Il va s'éteindre. Ah! Ouais, c'est ça, c'est stock. Mais, ah! Tiens, alors donc, en parlant des réglages, voilà un réglage que je vais changer. On va le changer tout de suite, tout à l'heure. Du coup, je remange un morceau de noix de coco. On va peut-être faire un carton en faisant de la SMR. Ouais, rallume-toi. Donc, je retourne sur... Ah! Trompé. Alors, le Easy Setup, vous voyez que ça fonctionne, c'est très simple, hein. Il suffit de suivre vraiment pas à pas les trucs. Franchement, il n'y a pas besoin de faire un tuto là-dessus. C'est vraiment hyper simple. Donc, je disais, voilà, le fait de mettre en small, c'est un truc, c'est une astuce, hein, ça, je le faisais aussi sur mon ad, puis tout le monde fait ça plus ou moins. En gros, ça permet d'utiliser le caisson de basse plus souvent dans les modes stéréo. Sinon, si on met pas en small, il considère que les grosses enceintes peuvent reproduire les basses et du coup, il coupe le caisson. Ça me fait super chier parce que moi, j'aime bien. Ça rajoute quand même du volume. Bon, moi, mes enceintes sont bonnes, mais elles sont pas suffisantes pour avoir des basses qui pètent. Comme j'aime beaucoup les basses qui pètent, j'aime bien qu'on utilise mon caisson. Donc, à partir du moment où on met les fronts en small, toutes les enceintes se mettent en small. Par contre, après, on peut très bien avoir des fronts en large et des arrières en small. Ensuite, ça va ensemble, c'est le crossover frequency, c'est la fréquence de coupure du caisson. C'est-à-dire la fréquence en dessous de laquelle le caisson de basse va prendre le relais quand il est utilisé. Évidemment, si on utilise un mode dans lequel il n'y a pas de caisson de basse, tout va être envoyé sur les enceintes de devant, comme je sais plus, le mode pur direct là. Le mode pur direct, c'est du pur stéréo, ça va envoyer que de la stéréo, ça envoiera 100% du signal sur les enceintes front. Et puis basta. Après, moi, quand je balance Spotify, machin et un bidule, pouf, là, ça va utiliser le caisson. En AFD, par exemple, ça va utiliser le caisson. Donc, ça signifie que dans mon cas, en dessous de 50 Hz, c'est le caisson de basse qui va faire les graves. Je crois que les miennes sont données pour 40 Hz. Donc là, j'ai réglé sur 50. Ça me fait une petite marche. Ça m'évite d'abîmer mes enceintes, par exemple. En général, il est préconisé, je crois, de mettre les caractéristiques de l'enceinte. Voilà, si vous avez des enceintes qui sont capables de faire du 30 à 20 000 Hz, vous mettez la fréquence de coupure à 30 ou 40 Hz et puis ça ira très bien. Voilà, c'est valable pour toutes les deux enceintes. L'enceinte centrale, elle est à 120 Hz parce qu'elle est, si je la mets trop basse, elle sature comme une conne, comme je disais tout à l'heure. Enfin, c'est de la merde. Mes arrières sont pas mauvaises, donc elles peuvent reproduire un peu de basse. Et celles du dessus sont pas meilleures que ma centrale, là, au niveau. Enfin, moins, parce que c'est pas les voix qui sont reproduites. Alors, sur Roundback Speaker Tassim, c'est quoi ça déjà? Le fonctionnement sur Round arrière ou dans un supérieur? Ça, je sais plus ce que c'est, puis bon, on s'en fout un peu. Ça, c'est le type de connexion des enceintes. Si vous êtes en 5.1.2, donc 5, c'est le nombre d'enceintes, 2 avant, 2 arrière, une centrale.
5. Point 1, c'est le caisson de basse. Et point 2, c'est la stéréo sur les enceintes du dessus. Je crois que c'est ça. Et on peut changer. Voilà, si on veut, voilà, on voit tout. 5.1, 5.0. Et puis après, on augmente. Donc 5.0, 5.1, 5.6, 6.1, 6.0, 6.1, 6 enceintes de caisson de basse, 7.0, 7.1. Enfin, voilà. Donc moi, je suis en 5.1.2. Comment raccorder vos enceintes, c'est un petit truc qui vous explique comment encore un. Center Speaker Lift Up, c'est pour faire semblant quand on a des enceintes qui sont au mur et en l'air. Ça permet de remonter l'enceinte centrale plus haute. C'est plutôt pas mal, effectivement. Mais j'en sais rien puisque je ne l'ai pas. Surround Speaker Position, ça permet de dire si vous avez des enceintes surround plutôt vers devant vous ou derrière vous. Donc, moi, dans mon cas, c'est derrière. Donc, du coup, j'ai mis back. Parce que back en anglais, ça veut dire derrière. Ça, c'est la relocation des enceintes. C'est-à-dire qu'il peut virtuellement déplacer les enceintes. Et on a le choix entre le type A qui balance, qui met des enceintes qui sont plutôt en front, qui vous les balance plutôt sur le côté et derrière. Et le type B qui les équilibre un peu tout autour de vous. Donc moi j'ai choisi le type B pour que ce soit bien équilibré autour de moi. Et c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'essayer le type A pour avoir plus d'effet arrière. Enfin voilà. Ou on peut tout désactiver aussi. Ça c'est la hauteur du plafond par rapport au sol. Les unités de distance. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc les audio settings. Alors, le Digital Legato Linear, c'est pour améliorer la qualité sonore des formats sans perte. J'ai laissé en auto 2. Je vous laisserai regarder dans le manuel ce que ça veut dire exactement, parce que je ne me rappelle plus. Le Sound Optimizer, j'ai mis en normal. On a le choix entre normal ou low ou off. J'ai mis en normal. Et ça joue pas mal sur la différence. Il y a eu quand même des sacrées différences de son, je crois, de tête. Sound Field, ça c'est les effets sonores. Ça, Céline Speaker Mode, c'est pour quand on a des enceintes pas au sol mais en l'air. Donc là, c'est pas mon cas. DSD native, il est activé, mais je crois que j'ai rien qui peut envoyer en DSD. Pure Direct, ça c'est pour voilà, on peut très bien l'afficher en façade, le Pure Direct. C'est un mode qui permet de avoir le son le plus fidèle. Il éteint tout, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. Et c'est vraiment pour avoir de la stéréo la plus pure possible. Subwoofer Low Pass Filter, c'est pour quand le subwoofer n'a pas de filtre passe bas. J'ai mis en on, même si je peux quand même régler mon passe bas. Donc c'est comme ça, je l'ai laissé. AV-Sync, c'est pour la synchronisation entre les signaux vidéo et le signal de son. Pour faire un décalage, s'il y a du décalage. Dual mono, c'est le mode de lecture lors de l'écoute des données. Audio double, en gros, principalement, en gros, je crois que ça lit le français, tu vois, c'est un petit peu ça le truc. En gros, c'est ça, je crois que ça doit être un truc comme ça, bon, ça n'a pas un intérêt particulier. Dynamic Range Compressor, j'ai laissé en auto, apparemment, si j'ai bien capté, ce truc-là, ça permet de regarder des choses la nuit et tout, mais il faut que la piste soit adaptée et il n'y a quasiment aucune piste dynamique compatible, Dynamic Range Compressor ou qui possède les informations permettant d'utiliser ce truc-là. Donc on laisse en auto. Si jamais un jour il y en a une, cette information est transmise, en auto il se mettra en route. Sinon il peut utiliser le Neural X qui est en on, bien sûr. Et voilà, on a fait le tour. C'était pas bien long, hein. Alors, le truc qui m'a fait chier tout à l'heure, il est où ce putain de machin qui s'est éteint. System Setting, ça doit être là-dedans. Langage français, Auto Display On, Auto Standby. Ok, c'est pas Sleep, non, c'est pas ça. C'est ça, mais on peut pas régler en fait. Donc du coup, c'est l'Auto Standby. Vous pouvez commuter l'amplitudaire automatiquement, mais je préfère le laisser parce que le problème, c'est que le jour où il y a un gamin qui oublie de l'éteindre, ça permet que l'ampli s'éteigne tout seul. C'est bien ça, hein. Non, c'est ça. C'est bien auto standby. Donc, il suffit de désactiver ça pour éviter ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Vous pouvez communiquer l'amplitudaire automatiquement sur le mode de veille quand il n'y a aucune opération ou entrée de signal. Voilà. Alors, j'ai fait le tour assez rapidement de tous les trucs qui me semblent importants. Dans le cas de Bluetooth Setting, j'ai mis en off parce que j'utilise pas le Bluetooth. Ça me permet d'économiser un peu d'énergie.
Hein, ça permet de consommer un peu moins. Network setting, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est à vous de galérer et de régler votre réseau. Là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Input setting, c'est ce qui permet de dire, voilà, Blu-ray, DVD, c'est dans la liste Watch. Est-ce que je l'affiche? Est-ce que je l'affiche pas? Quel type d'icône? On peut tout choisir. On peut dire quelle entrée correspond à quoi. Par exemple, l'optical, dans mon cas, c'est la télévision. La coaxiale, c'est mon lecteur de SACD. Enfin voilà, on peut tout paramétrer, donner des noms aux choses, ça c'est assez bien. Le HDMI setting, comme je disais tout à l'heure, moi ce qui marche très bien chez moi, c'est le HDMI, donc H4K, j'en ai pas besoin. Contrôle pour HDMI, c'est-à-dire active la régulation de contrôle de l'appareil HDMI de l'amplitudaire. Cette méthode permet de commander un appareil. En gros, c'est pour commander un écran Bravia, machin, truc chouette. Bon, moi j'ai laissé en on, ça marche. Pourtant, c'est pas un Bravia. Standby Linked to TV, désactiver cet appareil lorsque le téléviseur connecté est en mode veille. En gros, quand on éteint le téléviseur, ça éteint l'ampli. C'est plutôt pas mal. Alors, l'inconvénient, c'est que ça allume l'ampli aussi quand on a juste envie de regarder la télé, c'est ce que je disais la dernière fois. Ce qui est un peu chiant, mais bon, bah, c'est comme ça. Ça fait des allumages un peu intempestifs de l'ampli, c'est un petit peu dommage. Le e-arc permet à l'appareil de recevoir les signaux audio améliorés d'un téléviseur compatible avec cette fonction par un câble. En gros, ça permet de commander le téléviseur à partir de la HDMI. De commander l'ampli à partir de la HDMI plutôt. Ça, c'est le standby throat. Ça permet, même ampli éteint, de laisser passer le signal HDMI. Ça, je sais pas, ça peut être bien dans certains cas. Moi, j'en ai pas l'utilité. Audio out. Je sais plus ce que c'est. Je vous laisserai regarder. C'est le niveau. Alors ça, le niveau du subwoofer. J'hésite à mettre entre 0. C'est mis sur le signaux PCM, je sais pas, je le laisse en auto, ça marche bien, je crois. J'ai pas eu de soucis là-dessus. HDMI out B mode, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est pour améliorer le signal HDMI 4K. C'est pas mon cas. L'espace couleur, puis voilà. Bon, en gros, on a un petit peu fait le tour de tout. Je voulais vous montrer un petit quelque chose. Alors, je sais pas si on va bien voir. Il y a l'application. J'essaye, excusez-moi, c'est pas facile. L'application Sony Support, alors faut mettre dans l'autre sens, qui, voilà, si vous avez des questions sur on choisit son ampli, on choisit de quel ampli on parle, et il y a le manuel d'aide, le guide de configuration, de démarrage, c'est vraiment pas mal. C'est assez bien foutu, voilà. Et si vous vous posez des questions, par exemple sur le Bluetooth, sur le sur l'ajustement des réglages, il y a franchement easy, voilà. Là, on a tout ce qu'on vient de voir. Speaker setting, audio setting, voilà. Si vous vous posez une question sur ce que c'était qu'un truc audio setting, machin, c'est quoi le DTS là, c'est quoi la compression de PAF, la compression, c'est quoi? Ça permet de compresser la dynamique sonore, gna gna. Franchement, cette application est pas si mal foutue. Elle est pas super intuitive, mais elle est pas mal foutue. Elle donne toutes les réponses aux éventuelles questions que vous pouvez vous poser sur des réglages des fois obscurs. Hein, faut avouer, des fois, c'est pas très compréhensible. Voilà. Donc, sinon, je suis toujours satisfait de cet ampli. Je le recommande dans cette gamme de prix. Franchement, bon, après, j'ai pas testé non plus des milliards d'amplis. Hein. J'en achète pas tous les jours des amplis. Mais j'en suis satisfait. J'ai vraiment pas de regrets. Écoutez. Bon, on va bouger un peu la caméra, l'histoire de dire. Hein. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Hein, dès que je peux y répondre. Si je peux y répondre, je le ferai, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye. À plus tard.